Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Affaires internationales, Stéphane Bureau, bon matin. Salut Mario, comment vas-tu? Je vais très bien. Stéphane, on se demande ce matin comment va Joe Biden, qui est encore au pouvoir, qui est encore le président à la Maison-Blanche. Oui, on l'oublie, mais il est toujours aux commandes, l'homme le plus puissant du monde. Comment est-ce qu'il peut aider Kamala Harris? Et entre autres, tu regardes ça de l'angle des affaires internationales. Est-ce qu'il peut encore poser des gestes qui donneraient une chance à Mme Harris? Ben, c'est un peu l'air d'aller de M. Biden, théoriquement, qui devrait servir Mme Harris, parce qu'en matière de politique étrangère, on a toujours dit que Joe Biden était un des présidents les plus compétents jamais élus dans le passé récent. C'est quelqu'un qui avait passé une bonne partie de sa vie de sénateur sur le comité du Sénat des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, c'est aux Nations unies, en fait, depuis quelques jours, le retour en classe, c'est le début de la nouvelle Assemblée générale. Et qui va prendre la parole? Joe Biden. C'est un rituel. Les chefs de gouvernement, chefs d'État, à tour de rôle, montent à la tribune. Et dans le cas de M. Biden, ça va être un peu aussi le bilan qu'il va présenter de son administration. Ça devait être un bilan où on disait America's back, après 4 ans de l'administration. On reconnaît Justin Trudeau, là. 2015, Justin Trudeau arrive, a toujours laissé entendre qu'Harper avait donné une mauvaise image au Canada. Puis il y avait eu le même message, le Canada is back, en voulant dire sur la scène internationale, on redevient un joueur fort, respecté, participant. C'est le même message, celui de Biden dans l'après-Trump, là. Et d'ailleurs, pour le Canada qui était back, pas assez pour se faire élire au Conseil de sécurité des Nations unies, on a découvert que le reste de la planète était assez indifférent au discours de M. Trudeau et à tout ce qu'on annonçait, qu'on n'a pas toujours bien livré. Donc, M. Biden, aujourd'hui... excuse-moi, Stéphane, je pense qu'au Canada, on s'est fait croire qu'on était vraiment influent parce que on voyait Justin Trudeau débarquer aux Philippines, puis les adolescentes s'agrippaient à lui, puis hurlaient pour le voir, pour le toucher, puis tout ça. Fait qu'on a interprété ça comme une popularité mondiale qui donnait au Canada une grande influence, là. Mais dans les vraies affaires sur J'aime pas casser du sucre sur le dos, non pas de M. Trudeau, mais du Canada, qui a longtemps eu une vraie réputation à l'étranger. C'est vrai. Il se trouve que j'ai vécu à Washington, j'ai souvent collaboré avec des gens qui travaillent à l'ambassade. Je vis aujourd'hui à Paris, je travaille aussi avec des gens qui sont dans notre réseau diplomatique. J'ai des amis qui peuplent le service des affaires étrangères, des gens compétents. Et c'est vrai que le Canada a déjà eu une influence, une réputation et une capacité à la marge de rejoindre ou de servir de trait d'union des pays qui ne se parlaient pas. Aujourd'hui, ça a été beaucoup émoussé. Beaucoup d'anciens des affaires étrangères le diront à mots couverts, vont choisir de ne pas trop en parler parce que c'est pas glorieux, mais tu as parfaitement raison. Je pense que M. Trudeau a eu une popularité personnelle à l'étranger qui était sans aucun rapport avec le poids politique et diplomatique du Canada. Les États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Ils ont une économie et une armée qui parlent pour eux. Donc, Joe Biden vient faire le bilan après 4 années presque au pouvoir. Il reste quelques mois, même si on l'oublie, ou c'est encore lui le patron. Et on annonçait beaucoup. On disait America's back encore une fois, parce qu'après 4 ans de M. Trump, qui était plus isolationniste, on disait le monde va changer. Ça a très mal commencé avec l'Afghanistan et le retrait d'Afghanistan, tu t'en souviens, c'est une catastrophe et c'en est une politiquement encore aujourd'hui parce que les 13 militaires américains qui sont morts consécutivement à cette tentative de retrait un peu calamiteuse, en fait, c'est ce retrait du pays calamiteux. Politiquement, aujourd'hui, c'est un fardeau pour les démocrates. Puis on l'a vu, même ça s'est pas aussi bien passé qu'il le voulait pour M. Trump quand il est allé à une cérémonie commémorative au cimetière de Arlington, justement pour accompagner les parents des familles de ces soldats-là qui avaient demandé à ce que M. Trump soit présent. Donc, au départ, le retrait a été une catastrophe sur 2 fronts. L'opération elle-même du retrait, c'est pas bien déroulé du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Inadmissible. Mais le lendemain, les talibans, tout ça, c'est pour le lendemain, les talibans ont repris le pouvoir, puis ont ressorti les femmes, les filles des écoles, puis tout ce qu'on disait qu'on voulait plus jamais voir est réapparu, pling, comme ça, le surlendemain.
Tu as parfaitement raison. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier quand même que l'essentiel de cette négociation avait été amorcé par M. Trump, qui dit que s'il avait été au pouvoir, il aurait su garder le respect des talibans, il aurait pu garder la base militaire de Bagram, base militaire américaine qui a été construite au coût de plusieurs milliards de dollars et qui, d'un point de vue stratégique, pesait très lourd pour les États-Unis parce que ça leur donnait une capacité de projection près de la Chine redoutable. Ça a été perdu. Et au passage, c'est pas juste la base de Bagram qui a été perdue. On parle de milliards, sinon de dizaines de milliards de matériel militaire américain qui a été abandonné sur place. Et qui aujourd'hui sont devenus parmi les plus grands vendeurs d'armes au monde parce qu'ils sont à vendre les équipements de seconde main américains qui ont été laissés derrière. C'est un peu odieux. Donc, de ce point de vue-là, disons que c'est un départ chancelant. Deuxième grande crise, c'est évidemment l'Ukraine. On n'a pas réussi à dissuader Vladimir Poutine. C'était depuis 2014, depuis que les Russes avaient repris la Crimée, une zone de tension. Monsieur Poutine l'a annoncé à plusieurs reprises. Si on n'arrivait pas à trouver une solution, il allait lui en trouver une. Alors, on a freiné l'offensive russe. À une époque, on pensait peut-être que Kiev allait tomber. Moi, j'ai jamais pensé franchement que l'objectif était de contrôler l'Ukraine parce que contrôler un pays comme l'Ukraine avec une population comme celle de l'Ukraine, ça demande pas 10, 20, 100, 200, 300 000 soldats, ça prend des millions de soldats. Je crois que l'objectif stratégique réel de la Russie a toujours été de faire main basse sur les provinces de l'Est et c'est ce qui est en train de se passer. Mais on nous a expliqué au départ, et c'était les débuts des manœuvres diplomatiques américaines, ça compte dans le bilan, que les sanctions économiques combinées à une résistance allaient faire tomber les Russes. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces sanctions économiques ont radicalisé beaucoup de pays dans le monde, des pays du BRIC, qui sont l'espèce de pendant au G7, aujourd'hui très puissant, qui fédère la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran. Ces pays se sont coalisés et de plus en plus abandonnent le dollar US, une extension de la puissance américaine, je disais, des bases militaires, des forces militaires, Bagram et tout ça, mais le dollar américain, le contrôle de cette monnaie de réserve, ça a toujours été fondamental. Or, qu'est-ce qui s'est passé après ces sanctions? Bien, ça a fait que beaucoup de pays se sont dit, nous, nos actifs en dollars américains, on n'a pas envie de se les faire saisir. Est-ce qu'on a envie de commercer uniquement en dollars américains? Et consécutivement, c'est pas directement lié, mais il y a un déblocage diplomatique, appelons ça comme ça, entre des ennemis historiques, l'Iran et l'Arabie saoudite, sous la houlette des Chinois. Et ça, c'est vraiment un deuxième œil au beurre noir pour l'administration de M. Biden, qui avait, en arrivant, justement, dit M. Ben Salman, le patron de l'Arabie saoudite, on l'a à l'œil, mais on va être capable d'avoir des relations fonctionnelles avec eux. Or, non seulement c'est pas tout à fait vrai, parce que quand il s'est présenté en Arabie saoudite pour demander à ce qu'on réduise la production de pétrole pour faire mal aux Russes là aussi, les Saoudiens l'ont regardé, se sont croisés les bras, puis ont dit « cause toujours, mon lapin ». Et ils ont été même snobés, c'est carrément le cas, ils ont été snobés. J'ajouterais que l'Arabie saoudite, parce que la prochaine étape, ça serait de parler de Gaza, l'Arabie saoudite, quand le conflit a commencé à Gaza, a fait attendre Anthony Blinken, le théoriquement puissant ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État américain, l'ont fait attendre pendant des heures avant de rencontrer Ben Salman, juste pour montrer aux États-Unis, alors que commençaient les hostilités à Gaza avec les Israéliens, juste pour montrer que personne n'était pressé et que c'était plus vraiment eux qui collaient les shots dans la région. Donc, on a l'Afghanistan, on a l'Ukraine. Derrière l'Ukraine, c'est le dollar qui est moins utilisé, ce qu'on appelle une dédollarisation de l'économie, des BRICS qui deviennent de plus en plus puissants, des gens qui ne se parlaient pas, et en particulier un allié stratégique des États-Unis, l'Arabie saoudite, qui parle à l'Iran, ennemi des États-Unis. Et là, 7 octobre, début de ce conflit qui était larvé, mais qui ne l'est plus dans la bande de Gaza. Et depuis ce temps, M. Biden a promis combien de fois qu'on était proche d'un cessez-le-feu, puis là, aujourd'hui, 24 septembre, on est plus loin que jamais. Là. Et on terminera là-dessus, Mario. Tu connais les règles de la politique. Combien de fois peux-tu mettre en danger ta réputation?
Combien de fois peux-tu ne pas risquer ta crédibilité quand tu dis « ça y est, nous allons obtenir un cessez-le-feu. Ça y est, nous allons obtenir la libération des otages. Les Américains ont mis tout leur poids dans la balance. » Et qu'est-ce qui se passe à répétition? C'est le premier ministre Netanyahou qui regarde les États-Unis, fait littéralement un pied de nez et dit « je me fous littéralement de ce que vous pensez. Vous serez toujours à nos côtés. Vous allez toujours livrer la camelote. » Je parle évidemment de l'aide militaire, de l'argent. Et la vérité, c'est que c'est vrai. Et M. Biden va quitter, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs officieusement, sans avoir obtenu ce qu'il a promis à corps et à cri, mais en ayant terni la réputation des États-Unis. Enfin, pas lui personnellement, mais quand tu t'engages à solutionner quelque chose et que des acteurs, j'allais dire petits, c'est pas des petits acteurs, Israël pèse lourd, mais que ces acteurs-là ne peuvent pas être contraints, Gaza, donc le Hamas, ne peuvent pas être contraints à s'entendre, c'est que la crédibilité des États-Unis est substantiellement esquintée. Aujourd'hui, aux Nations Unies, M. Biden va essayer de faire valoir que le bilan est positif et ça ne peut que compter, parce que c'est là que tu as commencé, pour Mme Harris, qui à ce jour n'a rien défini, n'a rien dit de ses ambitions en matière de politique étrangère. Et donc, on est obligé de se dire que la politique de Joe, ben, c'est pas mal la politique de Kamala. Stéphane, merci beaucoup. Mario, je suis désolé, c'était un peu le cours magistral, mais je pense que ça compte en ce moment. C'était très instructif. C'est une réflexion qu'on entend rarement. Salut, à demain, merci. Mario Dumont, à demain.